Le Togo, notre dernier sujet, on va parler de l'affaire Adjakli ou l'affaire du Pétrole Gate pour d'autres personnes. Le ministre du Commerce sera entendu par les députés. On se rappelle cette affaire révélée par le journal L'Alternative qui parlait d'un vaste réseau de détournement de fonds dans la commande des produits pétroliers. On parle de 400-500 milliards de détournés. Du côté des mises en cause, c'est le démenti total. L'affaire est pendante devant la justice, mais les autorités, pour autant, ne sont pas tranquilles. Le député Jerry Tama, président du groupe parlementaire NETS PDP, a saisi le ministre du Commerce qui donc sera dans l'hémicycle dans les prochains jours pour expliquer le fond de cette affaire. Ibrahim Acha, le ministre du Commerce, je lisais sur une presse, il disait si cette affaire est avérée, elle ne restera pas impunie. Tout à fait. Et c'est pour rassurer l'opinion. Par rapport à cette affaire, vous savez que cette affaire a créé un tollé dans le pays, parce que dire que certaines personnes ont pris des libertés vis-à-vis des fonds publics à hauteur de 500 milliards, c'est vraiment un drame. On se demande si l'autorité de l'État même est, à mon avis, en jeu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on respecte vraiment l'État jusqu'à ce qu'on organise cette corruption-là qui se chiffre à des centaines de milliards. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ça. Donc l'État doit être, à mon avis, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour voir clair dans cette affaire. Le confrère, c'est un lanceur d'alerte et c'est normal que le confrère puisse parler de cette affaire et puisse réveiller la conscience sur cette affaire, parce que quand on parle du pétrole partout dans le monde, ou bien surtout dans les pays africains, c'est une opacité qui entoure les comités qui gèrent le secteur des pétroles, parce qu'il y a beaucoup de devises qui passent par là et les gens sont enclins vraiment au détournement et au ponctionnement. Et donc pour le cas d'espèce, la commande du pétrole et ceux qui sont chargés de la fluctuation des prix au niveau du Togo, c'est des gens qui se sont comportés depuis fort longtemps comme des gens qui n'avaient à proprement parler aucun compte à rendre à personne. Au niveau de la presse, nous avons eu des tentatives pour pouvoir comprendre du moins la structuration des prix, mais c'était vraiment un blackout. Des gens étaient prêts même à nous narguer. Il y a des confrères qui sont allés même dans le sous-sol là-bas. Vous avez vu, c'est tout un bunker, personne n'avait accès. Donc il a fallu maintenant que notre confrère sorte le dossier pour que les gens commencent en même temps par communiquer. D'ailleurs, c'est une victoire de la presse et ça, nous tirons chapeau à notre confrère L'Alternative parce que il est parvenu à faire parler les gens. Les gens qui ne voulaient pas parler sont obligés de parler. Bon, mais quant au prix, quant à la somme, les 500 milliards ou bien les membres du comité qui se sont achetés des maisons, qui ont acheté des ranges et tout ça là, c'est juste pour, à mon avis, nous voulons enjoliver le dossier et amener les gens vraiment à... C'est une stratégie qui a marché. D'autant plus que les gens commencent par parler, ceux qui se comportaient comme des autocrates, des gens qui n'avaient rien à... En tout cas, ils n'avaient rien à voir ou bien ils ne sont pas obligés de communiquer sur ce qui se fait au nom de l'État togolais. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a nécessité de parler, de rendre compte, de faire la reddition des comptes. Et ça, c'est une avancée. Par rapport au ministre, le ministre a intérêt parce que ceux qui sont passés par là aussi, ils ont observé un certain mutisme par rapport à ce qui se passait. Ils n'avaient même pas autorité de pouvoir voir ce qui se passait dans le sous-sol là de leur ministère. Mais aujourd'hui, Adjedje qui est arrivé là-bas se dit que mais avec l'alerte lancée par le journaliste, il va falloir que je vois clair. C'est pourquoi entre-temps, il avait annoncé des audits. Donc à la suite de ces audits, si les choses évoluent, je pense que il pourra aussi prendre les dispositions appropriées. Mais je précise que ce n'était pas au ministre de commanditer l'audit. C'était plutôt à un niveau beaucoup plus supérieur. Il fallait que l'État prenne en charge ce dossier parce que c'est un dossier qui engage des milliards, qui prive le pays de certaines devises si vraiment le forfait a été commis. Vous comprenez? Donc c'était l'État d'être au devant de la chose, de prendre ses dispositions, de mettre à contribution le procureur de la République qui va activer aussi les canaux d'investigation et de recherche. Mais les simples audits, aller dans le bureau fouiller les pièces comptables et tout ça, là, les malfaiteurs, nous les connaissons. Quand vous parlez de la corruption, des gens font tout pour dissimuler les chiffres. Les gens font tout pour faire disparaître les papiers comptables, les fiches comptables et tout ça là. Mais si c'est l'État qui va à la traque de ces choses ou bien qui veut bien comprendre, on met en choses en branle tous
tous les outils possibles pour pouvoir détecter s'il y a eu fraude ou pas. Mais un simple audit, bon, je me demande si ça peut nous amener à comprendre véritablement ce qui se passe au sous-sol du ministère du Commerce. Là. C'est vrai qu'en interpellant le ministre, les députés font leur travail, mais je ne sais pas, vous connaissez l'histoire des interpellations. Ça n'a rien donné. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose? Je crois que justement, ça va rien donner. Vous avez vu dans un pays où l'histoire donc de la route Lomé-Voga. Oui, c'était l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. On avait interpellé le ministre des Transports à l'époque, ministre Sao Yonfab. Il était venu, il parlait aux députés comme il est en face de ses enfants. Et puis, bon, au sorti, c'est les députés qui doivent encore courir. Monsieur le ministre. Oh, ils sont nommés, le ministre, ils sont élus, le ministre est nommé. Mais tant que du moins, nos députés ne se rendent pas compte qu'ils ont plus d'audience, ils ont plus de dimensions que les ministres, ce serait toujours ainsi. Il y a certains qui préfèrent être ministre qu'être député. Oui. Parce que, vous voyez, peut-être de l'autre côté, ça paye mieux. Et puis, il y a quand même des magouilles à faire pour devenir riche en quelques semaines. Maintenant, en ce qui concerne donc, cette cellule-là de fixation de prix, je veux dire, ces gens-là, ils se sont comportés pendant des années comme un État dans un État. C'était comme si le Vatican en Italie. Donc, tout se décidait entre eux. Et je vous fais cette confidence-là. J'étais avec quelqu'un que je ne vais pas donner. Et il y avait eu augmentation donc, du prix donc, des produits à la pompe. Et je vous dis que le ministre, c'était du moins les premières heures du ministre ADG. Le ministre ADG n'était même pas au courant qu'il y avait il y avait augmentation du prix du pétrole. Et c'est celui avec qui j'étais qui l'informait. Et il lui a demandé de lui envoyer le document, il va voir. Voyez-vous, donc c'est le ministre du Commerce qui ne sait même pas qu'il y a augmentation. Ah, là, c'est lui, se trouve donc au niveau de son département. Donc ce sont des gens qui sont comportés comme un petit État. Donc il y a... Augmentation sous ADG, je ne sais pas si... Sous ADG, il y avait augmentation sous ADG. ADG est arrivé là-bas il y a à peine... en 2019, après l'installation du député, mais on n'a pas eu d'augmentation. On a eu deux baisses. Il y a eu une augmentation et deux baisses. Non, je veux parler depuis ADG. Oui, depuis ADG. Et c'était même la première augmentation sous ADG. Et j'étais avec la personne. Il a demandé qu'on lui envoie donc la fiche, parce que ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et c'est là, il s'est rendu compte, oui, il y avait augmentation, mais lui-même, il n'était pas au courant. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis que et cette cellule-là, c'est toujours fonctionné. C'est une fille en autarcie renfermée sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, on les connaît mieux. Bon, avant, qui les connaît. Maintenant, ils peuvent aller sur les radios et parler. Maintenant, on verra avec... Sauf que cet argent, c'est un peu énorme. 400, 500 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Mais... Vous savez, quand on parle aussi de pétrole, il y a beaucoup d'argent. Donc, maintenant, on verra au niveau du procès qu'est-ce que cela va donner. Mais si vous voulez qu'on puisse parler donc, de l'Assemblée nationale, il n'y aura rien. Parce qu'il y a déjà des députés qui ont déjà pris position. Quand je prends donc le président donc, du groupe parlementaire UFC, il a déjà pris position en faveur donc, de la cellule. C'est ça. Voyez-vous? Non, il n'a pas pris position. Il a dit qu'il n'a pas de preuves, de documents qui lui permettent d'apprécier autre chose. Non, vous partagez avec lui. Ce n'est pas parce qu'un article de presse l'a dit que c'est forcément vrai. Justement, quand il dit... il n'a pas de fait tangible. Je vais t'expliquer. Quand il dit qu'il n'y a pas de fait tangible et qu'il dit plus tard que c'est un règlement de compte, sur quoi lui s'est fondé pour dire que c'est un règlement de compte? C'est clair. Quand il dit que c'est un règlement de compte, ça veut dire qu'il a déjà pris position en faveur, en faveur de la cellule. Parce qu'il parle de règlement de compte, ça veut dire qu'il en sait davantage. C'est pourquoi il parle de règlement de compte et il dit que ce journal-là n'a pas tellement produit de preuves tangibles. Ça veut dire qu'il en sait plus que le journal ou la cellule. Donc lui, il a déjà pris position. Maintenant, le député du net, PDP Jerry Tama, c'est vrai, lui aussi, il a communiqué là-dessus. Maintenant, au niveau de UNIR, c'est silence radio. Je crois que personne n'a pas communiqué. Le député à personne n'a pas communiqué là-dessus. Maintenant, on verra au niveau donc, du Parlement, sauf qu'il n'y aura rien. Vous voyez, le ministre ADG viendra et dira non, si nous sommes. Bon, on va mener des enquêtes, on verra ce que ça va donner, et puis bon, silence radio passe pas. De toute façon, il faudra qu'on comprenne finalement qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce dossier.
Et le fait que le ministre puisse aller au Parlement est déjà un début. Hein, oui. Oui, bien sûr. L'interpellation du ministre est vraiment un début parce qu'il y aura confrontation d'idées. Et ça permettrait à ceux qui sont à l'hémicycle de pouvoir poser des questions. Et à part ce qui a été déjà dit au niveau du procès, les intentions... Il n'y a encore rien au niveau du procès, hein, parce que ça n'a pas encore commencé. Le début du procès a permis à certaines lignes de bouger. Ça a délié certaines langues. Et je reviens au journal qui a publié en quelque sorte la réaction du ministre les jours passés pour dire que pour me prononcer sur ce dossier du Petrol Gate, je dirais au conditionnel. Effectivement, si vraiment ces accusations se révélaient vraies ou avérées, vraiment c'est un coup dur à la gestion de notre économie. Surtout que le pétrole est en quelque sorte un élément très sensible au quotidien des Togolais, même pas seulement des Togolais, mais sur toute la planète. Et pour l'économie nationale aussi. Voilà, l'économie nationale. Quand on prend le commerce, même les 3 niveaux de commerce, aérien, terrestre, maritime, il y a toujours des ingrédients liés au pétrole. Et donc, voilà, je m'interpelle sur ce dossier en disant également... quel est le niveau d'éthique que nous voulons en quelque sorte enseigner à nos jeunes ou bien aux générations futures? Je pense depuis le régime EADEMA, il y avait eu cette histoire de commission anti-corruption. Je me rappelle avec Eric Padé et autres. Voilà, donc je me demande aujourd'hui s'il ne faut pas ramener quelque chose comme ça, mais sur des bases beaucoup plus sérieuses, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de parler de réaction de tel groupe parlementaire, de l'opposition ou bien de tel parti au pouvoir. Mais je préfère qu'on puisse défendre l'intérêt national, parce qu'il est question de la destinée du peuple togolais. Et donc, si nous voulons vraiment aller dans le sens d'un pays moderne, d'un pays qui veuille renouer avec le réel développement, un développement participatif et inclusif, je pense qu'on ne peut pas éviter l'étalon de la transparence, l'étalon de la bonne gouvernance. Et on ne peut pas faire, en quelque sorte, le ménage de la bonne gouvernance si on n'y met pas la lutte contre la corruption. Et donc, sur ces 2 éléments, je pense que nous devons prier pour que les jours à venir, la venue ou bien la présentation du ministre devant les députés puisse vraiment apporter des débuts de solutions et qu'ensemble, on puisse tracer les pistes pour que non seulement le Petrol Gate ou bien cette autocratie qui a été bâtie autour de ce dossier du pétrole togolais, mais dans les autres institutions également, ou bien autour de certaines grandes sociétés d'État, qu'on puisse vraiment assainir la gestion pour que ce qui doit aller au niveau du ministère des Finances, ce qui doit aller au Trésor public puisse aller, parce que c'est sur ça maintenant que les décideurs, les gouvernants doivent rouler maintenant pour essayer de répondre aux questions de développement, pour apporter un bon lendemain au peuple togolais et puis en finir avec la misère et la précarité. Est-ce qu'on ne risque pas aussi finalement à la fin d'être déçu, peut-être de ne rien apprendre de très concret? Évidemment, nous risquons d'être déçus. La manière dont le dossier est piloté, et ce n'est plus... Bon, si je prends le cas du procès, ce n'est pas un procès pour aller voir s'il y a eu corruption ou pas. Mais il s'agit d'un procès parce que monsieur ou bien la famille Adjakli estime qu'elle a été diffamée. Donc c'est une question de diffamation. D'apporter les preuves que la famille Adjakli a acquis un ranch, et d'apporter les preuves que le véhicule, la Mercedes, et que notre confrère a illustré dans sa parution là, d'apporter la preuve que vraiment cette Mercedes existe et que Adjakli a acquis cette Mercedes et autres, en tout cas, événements que je qualifie de périphérie. Et c'est ça qu'on tient comme le bon bout. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir comment les gens ont commandé du pétrole et les marges de manœuvre, comment ils ont fait pour faire des tours de passe-passe et pouvoir prendre de l'argent public par devers eux. Et au-delà de ça aussi, il y a cette question de voir aussi comment ils s'approvisionnent et quels sont ces traders-là qui entrent en ligne de compte avec eux, comment ils sont choisis et tout ça là, parce qu'il y a une question aussi d'affinité qui naît, il y a une question aussi de rétrocommission et tout ça là. Donc pour voir clair en cela, il faut un bon procès en bonne forme. C'est pourquoi l'association des consommateurs
C'est aussi, est aussi rentré dans le jeu. Il est rentré aussi dans la danse en disant que l'OCR porte plainte contre toute personne qui sera citée dans ce dossier et qui est susceptible d'avoir participé à tout ce que nous avons appelé comme anomalie autour de la commande et de la fixation des prix de ces choses. Donc si on va dans ce sens, ça peut aller. Mais s'il s'agit seulement de l'honneur d'une famille qui a été vraiment mise en mal et que c'est de ça seulement que le procès va... C'est sur ça seulement que le procès va statuer. Je pense que c'est pas ce que le peuple attend. C'est pas ça. Et même au niveau des choses de l'Assemblée nationale. Le ministre viendra parler aussi de la normalité. Comment on passe les commandes, comment les gens reçoivent, comment l'appelle-t-on là, la marchandise, comment c'est fait, comment les prix sont fixés. Mais les acrobaties qui sont faites au niveau en tout cas du litre, de la fixation du litre, tout ça là, il ne peut pas le savoir. Il va nous dire seulement que bon, on a acheté tel, voilà la répartition, donc le prix c'est comme ça, on doit vendre ça comme ça. Mais pourquoi les gens ont fixé ces prix? Comment les gens se sont entendus? Quels sont les faux frais qui se greffent sur la commande et tout ça là? Mais le ministre ne peut pas dire ça. Vous comprenez? Donc vraiment, c'est sérieux. C'est quand même un dossier très technique, il ne faut pas l'oublier, parce que ce que j'apprenais, il me semble, quand on achète le litre, je ne sais pas, du pétrole brut qu'on achète, c'est déjà raffiné, il me semble que ça nous revenait à 100 et quelques, et qu'après, c'est des taxes qui viennent se greffer dessus. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Quand vous prenez les budgets togolais, vous ne verrez aucune ligne sur l'achat de pétrole. Il n'y en a pas. Ouais. Donc là, l'État lui-même ne veut pas dire j'ai perdu de l'argent, puisque l'État ne met pas de l'argent. Il y a un mécanisme qui est mis en place, parce que des gens connaissent le domaine, pour qu'on puisse chaque fois avoir du carburant dans nos bacs et qu'après on ait les moyens de les payer sans passer par le tralala de l'État qui fait perdre beaucoup de temps. Donc c'est très complexe et moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on est obligé de connaître tout ça? Parce qu'au Bénin, on ne connaît pas non plus le mécanisme de fixation, pas plus qu'au Ghana, en Côte d'Ivoire ou nulle part. Hein. C'est vrai que quelque part, peut-être le consommateur final n'est pas obligé de connaître tout cela. Mais aujourd'hui, quand on parle donc de détournement, c'est là où les gens se disent, ah bon, s'il y a détournement, on veut savoir comment est-ce que les gens sont arrivés à détourner et 400 à 500 milliards de francs CFA, parce que j'aurais dû peut-être payer le pétrole à 300 francs, mais je l'ai payé à l'époque à 500 francs. Ouais. Je vais savoir où étaient partis les 200 francs. Mais je crois que nous risquons d'être déçus. L'avocat de la famille Adjaki l'avait dit que le procès n'apportera rien. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que on risque d'avoir le prêteur Gate, on risque d'avoir peut-être un remake du Pacha Gate. Parce qu'on nous dit qu'il y a coup d'État, mais au cours du procès, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y a réellement coup d'État ou non. C'est juste... Bon, il n'y a pas eu coup d'État, il y a peut-être tentative. Donc, finalement, ce sont des gens qui sont revenus pour se régler des comptes. Celui-ci insulte l'autre. Toi, tu n'as même pas conçu un poulailler au village. C'est tout ce que nous avons entendu au cours du procès. Et finalement, on a condamné des gens. Mais s'il y a réellement coup d'État ou non, bon, on l'a jamais su. Donc, ce serait pratiquement le même schéma avec le Prêteur Gate, parce qu'il y a tellement donc, de noms qui ont été cités. Et s'il faut mieux funer, je crois qu'on risque même d'aller vers une imposition sociale, parce qu'il y a tellement donc de têtes qui sont dedans. Donc pour peut-être sauver la République, donc il y aura quelque chose qui sera fait comme procès et après la vie continue. Vous avez envie de savoir? Bien évidemment. Je pense que la question nous est adressée à nous tous. Ouais. Et comme vous l'avez dit, moi je dirais diriger un pays, c'est pas seulement le Togo. Ça se passe partout, même au temps des régimes féodaux, au temps des empires, il y a toujours des cuisines internes. Et quand vous posez la question de savoir, j'ai envie de savoir, je dirais, mais la seule chose que moi je veux savoir, c'est comment assainir la gestion du pétrole togolais. Comment amener le citoyen à jouir du prix qui serait un prix favorable, qui serait à la hauteur du minimum ou bien du PIB raisonnable. Voilà, raisonnable, qui serait à la hauteur. On ne produit pas le pétrole au Togo. Oui, j'en viens. Le prix et tout ne dépend pas de nous. N'ouvre pas un autre débat beaucoup plus flou que celui dans lequel nous sommes déjà. Et donc, je dirais, la grande question serait d'en venir à assainir les choses. Non, je ne
pense pas que s'il faut aller dans cette histoire de chasse aux sorcières, on va s'en sortir. Parce que s'il faut permettre maintenant à l'avocat de l'alternative ou bien de la famille Adjacli de vraiment faire les enquêtes qu'il faut pour sortir tout ce qu'il faut au cours de ce procès, je pense que ce procès même risque de s'étaler sur des années. Et donc, il vaut mieux voir le côté le plus éthique de la chose et en finir avec ce problème, mais faire en sorte que ce soit le peuple togolais qui gagne. Voilà ce que moi je peux ajouter. Quand on dit qu'on attend d'auditionner le ministre du Commerce, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'assez bizarre? Parce que moi j'étais à la conférence de presse faite par l'avocat et qui disait que quand on prend la structure des prix, c'est pas le CSF 3P qui fixe, qui détermine la structure, que c'est les ministres du Commerce, de l'énergie et il y a un troisième ministère qui m'échappe. C'est eux qui déterminent ça et que le CSF3P ne fait qu'appliquer. Oui, mais ce ne sont pas les trois ministères là, ou bien les trois ministères là qui passent la commande. Il y a le comité là qui se charge de la commande. Un consortium qui se charge de la commande. C'est-à-dire que nous avons eu la marchandise, voilà, à tel prix. Les ministres ne vont pas aller vérifier si réellement c'est à tel prix qu'ils ont eu ça ou bien ce n'est pas à tel prix. Et là où ils prennent aussi les marchandises. Aussi, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y a aucune ligne budgétaire qui est consacrée à ça. Hein. Je ne refuse pas. En fait, ne débourse pas de l'argent pour qu'on ait du pétrole dans le bac. Ce n'est pas une raison aussi d'escroquer l'État. Non, justement, on a escroqué l'État sur quoi? Si je prends une marchandise, voilà, si l'État met en place un comité qui se charge de nous fournir du carburant. Le comité va prendre, par exemple, le carburant à 10 000. C'est un exemple que je donne banal, le baril. Et le comité vient facturer ça à 20 000, comme ça, à l'État. Mais c'est du vol. Non, puisque l'État ne paie rien. Non, ce n'est pas une question de l'État ne paie rien. Et puis l'autre chose, c'est que Vitol dont on parle, il est dans nos eaux. Hein. Oui, mais ce que les gens doivent savoir, c'est que ce comité est mis en place par l'État. Bien sûr. Travaille au nom de l'État. C'est un comité d'intérêt public. Si c'était un comité privé... Il y a des représentants de l'État dedans. Je ne refuse pas. Oui. C'est parce que l'État a voulu que ce soit ainsi. Vous comprenez? C'est pas comme les autres marchandises. Si c'est le riz, par exemple, quelqu'un va acheter son riz en Chine, il vient, il vend ça à 18 000, ça fait son problème. Mais si quelqu'un d'autre va, par exemple, au Nigeria, achète le riz et vient vendre ça à 14 000, c'est la concurrence sur le marché. Mais ici, personne ne peut aller acheter le pétrole à amener. C'est le comité là qui doit faire ça. Vous comprenez? Donc, déjà, il y a un contrôle stratégique qui se pose à ce niveau. Et donc, on doit voir clair dans ce qui se fait à ce niveau. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que quand le confrère a lancé l'alerte, il est du devoir public qu'on puisse être informé sur ce qui se passe au niveau de ce comité. Vous comprenez? Donc, maintenant, les trois ministres qui se réunissent pour fixer les prix, c'est par rapport au prix d'achat. Au prix d'achat. Voilà. C'est par rapport au prix d'achat. Mais si on vient, on leur dit que c'est ceci, bon, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aussi fixer en fonction, ils vont fixer aussi en fonction du prix d'achat. Mais si on augmente, et on vient, on leur donne ça. Quelque part aussi, ça va tricher le bas peuple parce que... Bien évidemment, ça va tricher le bas peuple. Là où je dis que c'est très technique, c'est que vous n'oubliez pas qu'il y avait des moments où nous, on se plaignait ici d'acheter le pétrole trop cher. Mais en même temps, puisque Vitol fournit le Togo, le Bénin, le Nigeria, il me semble qu'il y a un autre pays, qui affichait des prix supérieurs à ceux du Togo. Mais n'oubliez pas aussi qu'à un moment donné, il y avait eu la subvention. À un moment donné, il y avait eu la subvention de l'État. Donc ça aussi, ça participe. Et parallèlement à la question de la subvention, d'après les informations que le confrère de l'Alternative avait publiées, il y avait des périodicités aussi dans le dossier de la Il y avait des périodes fastes et puis des périodes de vache maigre. Donc ils savent comment jouer sur la hausse du dollar et puis la baisse du dollar. Et ils savent à quel moment faire les commandes, s'en approvisionner à tel prix et maintenant jouer sur la spéculation, pour que ensemble, avec tous ceux qui sont autour du dossier, ils sachent comment mettre le barème plutôt des prix. Parce que si on accuse ici, bon c'est vrai, c'est en l'occurrence c'est la famille et ça rejoint le CSF3P, c'est qu'on pointe directement aussi Vitol, qui est une très grande entreprise qui est là dans les eaux, avec qui on peut vérifier des choses. Mais justement, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ce procès, c'est un niveau où
je disais tout à l'heure que quelque part, à un moment donné, il faut sauver la République. Donc, il y a tellement Voilà, d'éléments. voilà. Il y a tellement Est-ce que nous d'éléments n'entrons pas disparaître. dans un labyrinthe où on va aller se perdre finalement? Non. La finalité, normalement, S'il y a la volonté. manière dont les choses doivent se passer, c'est qu'on doit savoir la traçabilité de tout Tout à ça. fait. Qu'est-ce qui s'est passé normalement? Nous C'est avons ça, le la droit de le transparence. savoir. Voilà, Ouais. nous avons le droit de le savoir. Maintenant, si même invité, on est là, on peut l'appeler au cours du procès, il peut venir témoigner aussi. Et si les gens ont d'autres informations contraires à ce qu'il est donné, ils peuvent également le dire. C'est ça. Mais sauf que, est-ce que ça risque, tel qu'il vient de le dire, ça risque donc de nous conduire à un procès qui va peut-être s'étaler sur 3 ans, c'est possible. Plus que ça, même. Plus que ça, c'est possible. Parce qu'à un moment donné, puis il peut y avoir de pièces Des manquantes, rebondissements. de tout. Rebondissements. Des rebondissements. Donc, je crois que, au final, tel que je l'ai dit tout à l'heure, nous risquons donc de connaître un Pachagate à l'image de un pétrole à l'image de Pachagate. Donc, on n'aura finalement rien au bout du compte. Maintenant, le mieux, c'est que pour les. Et du moins, les jours à venir, il faudrait quand même que l'État soit plus regardant. Tout à fait. Dans C'est ce ça, c'est le dossier-là. souhait. Et il faudrait qu'on sache qui fait quoi. Et comme ça, et pour que tout se passe comme sur des roulettes. Justement, la transparence. Oui, la transparence. Et surtout, vous avez aussi souvenance qu'il y avait une ONG suisse, je pense, Global Integrity, Oui. qui avait dit que les gens s'approvisionnaient aussi en haute mer. Vous comprenez, bon, où est-ce qu'on prenait le pétrole? Si c'est le pétrole qu'on prenait en haute mer, qu'on nous envoie ici, c'est à un prix très bas. On ne peut pas accepter que les gens aillent prendre du pétrole. J'ai dit si. Oui. Et les gens aillent prendre du pétrole en haute mer à bas prix et venir nous les facturer à prix d'or ici, sur le territoire. Donc, Mais tout ça là, c'est- l'État doit ça- rentrer ça rejoint dedans. un peu l'éternel débat, par exemple, sur les prix des billets d'avion qui Tout sont à fait. très élevés au Togo. Ouais. Et quand moi Et j'ai moins demandé, cher dans les j'ai billets, fait un dossier sur le sujet, j'ai demandé, on m'expliquait clairement, un certain nombre de compagnies, que c'est nos taxes. Mais bien sûr, Oui. bien sûr. Donc, ça ne dépend pas c'est l'État qui met les taxes en place. Oui, c'est l'État, nous ne refusons pas. Donc, tout ce que nous avons, le confrère a dit par rapport à ce dossier, mais si c'est l'État, il y a des erreurs au niveau de l'État, on sera situé Oui. et l'État va se corriger. Non, même Il faut si- dire qu'au-delà de tout, ce procès, pourquoi les Togolais l'attendent c'est qu'il y ait la transparence Oui, au niveau de ce oui. Parce qu'il y comité a et tellement qu'on nous donc de dise, parce choses qu'il y a qui- trop d'opacité il y a trop qui entoure d'opacité. la gestion Il y a de ce beaucoup d'affaires comité. de corruption Voilà. dont les gens attendent Sur le qu'on puisse pétrole ou la élucider. question des billets d'avion que tu venais d'évoquer, Samuel, tout à l'heure, même quand vous prenez la France, un pays comme la France ou les États-Unis, il y a aussi cet écart entre la fixation des taxes. Parce que, quelque part, j'ai des amis dans ces 2 pays de la métropole, où quand vous prenez, par exemple, le chocolat, le prix des taxes sur le chocolat en France n'est pas le même que sur le chocolat aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus élevé. Et le même chocolat est presque monnaie courante en France. Et donc, juste pour dire quoi, si un pays met le taux ou bien la fixation du barème des taxes de façon un peu plus élevée que d'autres pays, normalement, c'est pas un mal en soi. Mais en fait, il faut Moi, expliquer la aux gens pourquoi finalité, c'est comme ça voilà, aussi. moi, la finalité, d'abord, le devoir d'explication ou bien de communiquer là-dessus pour la population. Et tout ça, ça rentre dans le schéma de ce que nous appelons la bonne gouvernance. Tout à fait. Et c'est ça qui est souhaitable. Et Voilà. c'est ce qui est en train d'être la destinée Parce que de, si je dois de faire, notre débat. Et en Afrique, aujourd'hui, tous les peuples, tous les acteurs, que ce soit de l'information ou bien de la politique, sont en train de tendre vers cette convergence d'opinion D'accord. de C'est la ça. bonne gouvernance. Merci. Mais je voulais terminer pour merci. dire également On est déjà à la que fin. l'élévation des taxes doit aussi rentrer dans le développement du pays. S'il y a Mais cette il faut que ça se transparence-là, justifie. je pense que... La transparence, il faut que ça se justifie. Merci Nitite Yindoumela Koukou, merci beaucoup. Ibrahim Acha, merci Sylvestre Béni, merci à vous tous. On sera ensemble demain vendredi.